Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir énorme et immense pour nous de vous retrouver encore une fois à travers ce médium cette fin de semaine. On se donne rendez-vous toute la fin de semaine pour parler technologie, pour parler d'avancer dans ce domaine, dans ce secteur. Et comme je vous ai toujours dit, notre public cible, c'est surtout les étudiants à l'université au Cégep. On se propose à travers cette émission de leur parler, de leur discuter, de parler de la vie estudiantine. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait un choix par rapport à leur orientation dans le domaine des TI, est-ce qu'ils vont se diriger vers la programmation, vers le développement, vers le réseautique, vers l'intelligence artificielle, vers l'assurance qualité? Comme vous savez que les technologies, c'est énorme, c'est vaste, c'est immense. Des fois, quand on commence avec les cours, on a un petit peu de difficultés, des difficultés à savoir quelle branche vraiment que je vais me spécialiser. Dans quelle branche je vais me spécialiser plus précisément. Donc, à travers cette émission, on se propose de vous parler du marché du travail, quels sont les domaines qui sont en demande, quels sont les secteurs dans lesquels vous pouvez exceller et qu'est-ce qui se passe exactement dans ces secteurs-là. Et on va chercher des professionnels, des gens qui ont passé par ce canal, par ce couloir, étudiants je veux dire, pour être professionnels aujourd'hui, comment ça s'est passé leur intégration sur le marché, comment ça se passe le marché du travail. Voilà en d'autres termes l'objectif que l'on se donne à travers cette émission que je vous présente toutes les fins de semaine sur les ondes de Radio Télépixel pour vous former, pour vous éduquer, pour vous parler technologie. Mon nom c'est Clément Calvaire, l'émission c'est Facilité. Le médium à travers lequel on vous présente cette émission c'est Radio Télépixel. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube et aller liker nos pages pour être informé à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle livraison disponible sur nos plateformes. Et la façon pour nous joindre, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com, c'est par email. Et par téléphone, c'est le 514-799-6087. D'ici là, mesdames, messieurs, je vous souhaite encore une fois bienvenue à cette émission. Et je vais vous présenter l'invité que je reçois aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans le milieu estudiantin, qui complète un doctorat en informatique cognitive. C'est un chercheur scientifique, c'est un théologien, c'est un écrivain. C'est un chargé de cours à l'université et un professeur au Cégep. La raison pour laquelle on a fait le choix de cet invité, c'est parce qu'il va compléter, il est à 2 pas de compléter son doctorat. Il va nous parler c'est quoi une étude doctorale, c'est quoi la vie estudiantine pour un étudiant en doctorat, et il va un peu nous parler aussi de l'informatique cognitive. C'est quoi l'informatique cognitive? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de continuer ses études doctorales en informatique cognitive? Mesdames, Messieurs, je vous invite à recevoir avec moi mon invité spécial ce soir qui est Gérançon Briel. Gérançon, c'est un plaisir immense pour nous de vous recevoir sur cette plateforme Radio Télépixel au niveau de notre émission Facilité. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience avec nous. Salut Gérançon. Merci Clément, je suis très content d'être invité à votre émission. Je profite de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui sont branchés sur cette émission. Et je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Super, merci Gérançon. Gérançon, on va entrer d'emblée dans notre dialogue. Je parle à quelqu'un de Gérançon Briel. Qui est Gérançon Briel exactement? Ben, effectivement, je suis détenteur d'un diplôme de maîtrise en informatique de gestion à l'Université du Québec à Montréal. Présentement, je suis en train de compléter un doctorat en informatique cognitive. Par ailleurs, je suis chercheur scientifique, théologien, chargé de cours à l'UQAM et professeur au Cégep. Excellent, merci Gérançon. Juste en passant, je dois dire Gérançon est l'auteur de 2 ouvrages disponibles sur Amazon qui ont été publiés pour cette année 2020. Le premier ouvrage, c'est Redécouvrir la science à travers la Bible. C'est une édition française. Vous pouvez aller vous procurer cet ouvrage sur Amazon. Et le deuxième ouvrage ou la deuxième publication de M. Briel,
C'est paru au cours de cette période de pandémie sur Amazon aussi. C'est les 3 types d'hommes pour le grand réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ, de la restauration d'Haïti au grand réveil. Comme Gérançon a dit, il est théologien, c'est pour ça qu'il nous a mis disponible cet ouvrage. Je vous invite à aller vous procurer ces 2 ouvrages de Bruyel sur Amazon déjà disponibles pour justement vous informer, vous former et apprendre aussi pas mal de choses à travers ces 2 ouvrages de Bruyel. Bruyel, vous complétez présentement un doctorat en informatique cognitive dans une université canadienne, à l'UQAM pour ne pas le nommer. Vous êtes à 2 pas de compléter cette étude de doctorat en informatique cognitive, évidemment. C'est quoi l'informatique cognitive, Bruyel? Ok, l'informatique cognitive, c'est un domaine interdisciplinaire qui est situé à l'intersection de 2 domaines, qui sont notamment l'informatique et les sciences cognitives. Quand je parle de sciences cognitives, je fais référence à une fédération de sciences qui sont respectivement la psychologie cognitive, la philosophie cognitive, les réseaux neurones, l'intelligence artificielle, et j'en passe. Donc, l'informatique cognitive est à la fois la conception et le développement, évidemment, des technologies cognitives qui sont au service de l'informatique, mais aussi des technologies informatives qui sont là pour tester les théories cognitives. Donc, grosso modo, l'informatique cognitive est vue comme une combinaison de l'informatique et des sciences cognitives. Donc, dans une telle perspective, l'informatique est vue comme une sorte de laboratoire pour pouvoir tester les découvertes, les recherches, les inventions qui sont faites en sciences cognitives. C'est ça, gros, l'informatique cognitive. Excellent, vous ne pouvez pas être plus clair que ça, Gérançon. Donc, en termes clairs, si je peux faire un petit résumé de cette définition de l'informatique cognitive, je peux dire que c'est 50% de l'informatique, 50% de la psychologie. En fait, c'est un alliage de l'informatique avec la psychologie. Et d'ailleurs, c'est un exemple encore vivant que l'informatique peut se retrouver à travers différents domaines, à travers différentes branches. On parle de bioinformatique, on parle de nanotechnologie, de biotechnologie. Donc, l'informatique est un peu présent partout. Gérançon, vous avez complété votre baccalauréat, complété une maîtrise en informatique de gestion et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous vous êtes dit que vous allez poursuivre avec une étude de doctorat en informatique cognitive. Gérançon, parlez-nous de la vie estudiantine en tant qu'un étudiant en doctorat. Comment ça se passe, cette vie-là? Qu'est-ce que ça demande en termes de sacrifice? Parlez-nous un peu de cette expérience. Ok. Étant chercheur et étudiant en doctorat en informatique cognitive, j'ai pu constater que la vie estudiantine, c'est une très belle vie. Pourquoi c'est une très belle vie? Parce que d'abord, les étudiants qui sont en doctorat, ce sont des professionnels qui viennent de l'industrie. D'autant plus, la plupart d'entre eux sont des chargés de cours, sont des professeurs, des chargés de cours, des professeurs assistants, des auxiliaires, des correcteurs. Il y a donc une synergie existante entre les étudiants en doctorat et les professeurs. D'autant plus, il y a une collaboration entre les employés de l'université et les étudiants, parce que ces étudiants la plupart d'entre eux sont des cadres. Donc, en ce sens, je peux dire que c'est une très belle vie. Ainsi, étant étudiant en doctorat, on est appelé à suivre des conférences 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, les conférenciers, les intervenants sont des étudiants en doctorat. Donc, grosso modo, ce sont des chercheurs qui développent une excellente collaboration entre les professeurs titulaires et ces doctorants. Donc, en ce sens, je peux conclure avec raison que la vie estudiantine, pour nous, en tant que doctorants, c'est une très belle vie. Excellent. Gérançon, en termes de sacrifice, en termes de difficulté, si je peux vraiment utiliser ce terme,
Est-ce que, je sais qu'il y a différents cycles d'études en termes de à temps complet, à temps partiel. Je crois que vous êtes à temps complet en doctorat. Est-ce que je peux jumeler ces études de doctorat-là avec d'autres activités, dans le sens que même quand j'ai cette volonté de compléter le cycle d'études, est-ce que ça marche vraiment de pair? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux vraiment combiner? Parce que je sais que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté, effectivement, de détermination. Est-ce que, selon vous, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais comment est-ce que vous voyez ça, combiner l'étude en doctorat et d'autres activités professionnelles? Mais ça dépend parce que quand on est inscrit au programme de doctorat, il y a un programme à temps plein qui s'étend sur 4 ans. Il y a aussi un programme à temps partiel qui s'étend sur 6 ans. Donc, quand on est à temps plein, donc on se concentre totalement sur la recherche. Donc, on s'attache totalement à la recherche. Donc, ce n'est pas évident d'avoir d'autres tâches en parallèle. Cependant, quand on s'inscrit à temps partiel, il est possible de vaquer à d'autres activités professionnelles parce que la durée est beaucoup plus longue. Cependant, je conseille toujours à mes amis de s'inscrire à temps plein parce que quand on est en doctorat, on est appelé à apporter une contribution scientifique. Donc, on est appelé à faire avancer la science. Donc, ça demande beaucoup de temps, de concentration. Donc, moi, je propose toujours à mes amis de s'inscrire à temps plein et de se concentrer spécialement sur la recherche afin d'être plus convaincant, d'être plus positif. Excellent. En fait, les études, c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés d'études, qui continuent toujours d'étudier, peu importe leur expérience professionnelle, peu importe leur niveau dans la société. Les études, c'est une passion pour eux. Dans votre cas, à vous, Gérançon, quelle a été votre motivation pour entamer une étude de doctorat en informatique cognitive? C'est une très belle question. Juste avant de répondre à cette question, je dois vous dire que d'abord, j'ai travaillé comme professionnel, comme gestionnaire de projet. J'ai conduit pendant près de 5 ans pas mal de projets en matière de développement des logiciels. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle dans l'industrie. D'autant plus, j'étais aussi professeur à l'université. Donc, étant professionnel dans l'industrie, étant gestionnaire de projet, étant professeur, je suis passionné par la recherche. J'ai beaucoup de passion pour la recherche. Quand j'étais en maîtrise, la plupart de mes professeurs ont découvert que j'ai l'aptitude pour la recherche. Donc, finalement, c'est ça qui m'a motivé à m'inscrire en doctorat. Donc, je me suis inscrit en doctorat dans l'objectif de pouvoir faire avancer la science, de pouvoir contribuer effectivement à l'avancement des domaines scientifiques dans l'intention d'aider ma communauté, d'aider l'industrie, d'aider le monde, pourquoi pas. Parce que quand on est en doctorat, on est appelé à créer, à concevoir des nouvelles approches, des nouvelles théories qui pourraient bien évidemment permettre l'avancement des connaissances scientifiques. Donc c'est la passion pour la recherche qui m'a stimulé, m'a motivé à s'inscrire en doctorat. Merci Gerson pour cette réponse. En tant que chercheur, évidemment, on s'attend à ce que l'on découvre ou que l'on vienne avec des nouvelles théories. D'ailleurs, c'est ça, les études en doctorat, pour venir apporter votre contribution à la science. Donc, c'est excellent. Je sais qu'on en a un peu parlé tantôt pour dire qu'il y a différents profils d'un étudiant en doctorat, si on est à temps partiel, si on est à temps plein. Mais j'aimerais un peu que vous élaboriez pour nos générations sur le cheminement. C'est quoi le cheminement de l'étude en doctorat? Comment ça se passe, le cheminement? Okay. Dépendamment du programme de doctorat où l'on s'inscrit, le cheminement est assez long, comme j'ai dit tantôt. Au départ, j'avais dit qu'il y a un programme à temps plein, un programme à temps partiel. Donc, le programme à temps plein s'étend sur 4 ans. Tandis que le programme à temps partiel s'étend sur 6 ans. Dans le
cadre de mes études de doctorat en informatique cognitive, le parcours est divisé en 4 étapes. La première étape, c'est la suivi des cours. Il y a des cours à suivre. La suivi des cours, dépendamment de l'étudiant, pourrait s'étendre sur une période d'1 an, de 12 mois ou de 24 mois, donc, dépendamment de la rapidité des étudiants. Après avoir réussi les cours, il y a l'examen. L'étape B, c'est l'examen doctoral. L'examen est éliminatoire, donc il faut réussir l'examen pour pouvoir continuer le cycle d'études. Après avoir réussi l'examen, l'étape 3, c'est la proposition des thèses. C'est l'une des phases la plus difficile et la plus importante. Dans cette phase, le chercheur, l'étudiant en doctorat, doit pouvoir montrer qu'il va faire avancer la science à partir de son sujet de recherche. Donc, il a proposé une problématique, il veut traiter une problématique. Maintenant, pour que cette problématique puisse être traitée, l'étudiant a proposé une méthodologie. Il va adopter une méthodologie afin de pouvoir traiter cette problématique et atteindre le but de la recherche. Donc, c'est l'étape la plus importante. Maintenant, si vous êtes parvenu à convaincre les membres du jury, vous passez à l'étape 4. L'étape 4, c'est l'étape finale consistant à rédiger la thèse. Autrement dit, à présenter votre contribution, votre grain de sel. Ça s'appelle les résultats de la recherche. Grosso modo, pour synthétiser, pour résumer, le parcours est divisé en 4 étapes. La première étape, c'est la suivi des cours. La deuxième étape, c'est l'examen doctoral. La troisième étape, c'est la proposition de thèse qui va être soutenue par devant un comité de jury. Et l'étape finale, c'est la thèse, c'est le résultat de la thèse. C'est ça, en gros, le cheminement d'un programme doctorat. Cependant, ça peut être varié dépendamment du programme en question. Ok, excellent, excellent. Et j'imagine aussi dépendamment du système américain, français ou canadien, j'imagine. Ah, exactement, c'est ça. Gérançon, vous allez être couronné docteur en informatique cognitive incessamment, 1 ou 2 mois max. Comment est-ce qu'on peut se positionner sur le marché avec un diplôme de doctorat? Ce que je veux dire, comment est-ce que je peux travailler sur le marché? Comment est-ce que le marché est prêt à recevoir un docteur? Ça dépend du pays, ça dépend du système en question. Au Canada, plus précisément au Québec, dans le temps, la plupart des professeurs titulaires, des chercheurs, étaient des gens qui étaient détenteurs de diplômes de maîtrise. Mais avec l'évolution, présentement, pour être professeur, il faut être détenteur d'un diplôme de doctorat. Donc, dans le temps, quand on décroche un diplôme de doctorat, on était appelé automatiquement à travailler comme professeur. Donc, on n'a pas été bien vu par l'industrie. Maintenant, avec l'évolution des choses, quand on décoche un diplôme de doctorat, on peut être professeur, mais on peut aussi être cadre dans l'industrie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, des étudiants qui sont en doctorat, sont des professionnels qui viennent de l'industrie. Ils ont constaté une problématique dans l'industrie. Donc, ils se fixent l'objectif de traiter cette problématique. De ce fait, les gens de l'industrie ont analysé ce projet. Donc, si ce projet, si c'est faisable, si c'est rentable, l'industrie peut choisir de financer ce projet, de financer l'étudiant. Donc, la plupart des étudiants qui sont en doctorat, c'est des étudiants qui viennent de l'industrie. D'autant plus, présentement, il y a une sorte de synergie qui se développe entre l'industrie et les universités. Donc, l'industrie investit dans la recherche, il finance des programmes de doctorat, il finance des étudiants. Cela veut dire, après avoir bouclé la boucle, après avoir décroché un diplôme de doctorat, donc je pense qu'on peut se
se positionner bien sur le marché parce que présentement, les industries s'intéressent beaucoup à la recherche scientifique. Et le doctorant, quelqu'un qui est en doctorat, c'est quelqu'un qui apporte une contribution. Cette contribution, ça peut être une théorie qui est testée, qui est éprouvée et validée par des outils scientifiques. Cela veut dire que cette théorie va être utile dans l'industrie. Si dans le temps, les recherches étaient purement théoriques, présentement, la plupart des recherches scientifiques sont à la fois théoriques et scientifiques. Cela veut dire on fait des recherches au profit de l'industrie, au profit de notre communauté, au profit du monde. Voilà pourquoi, après avoir décroché un diplôme de doctorat, donc on peut se sentir fier, c'est un privilège. C'est un privilège parce que c'est un privilège qu'on a. On a le privilège d'aider à la contribution des sciences. On a le privilège de faire émanciper, de faire développer l'industrie. Mais aussi, c'est une lourde responsabilité. On a la lourde responsabilité de permettre à l'avancement des connaissances scientifiques. Et ces théories, ces avancements vont être utiles dans l'industrie. Merci, Gerson. Je pense qu'on devrait un petit peu brosser aussi sur les conditions d'admissibilité en doctorat. C'est juste que c'est pas simplement de boucler une étude de maîtrise et puis on est automatiquement admis en doctorat. Il y a des exigences aussi qui se font par rapport à la moyenne d'admissibilité. Je pense que ça varie effectivement encore une fois du pays ou du programme. Ça demande un 3.4 ou 2.4 ou quelque chose comme ça pour être admissible. De votre expérience, là, je pense que par rapport à l'université à laquelle vous complétez votre doctorat, je pense que c'est 3.4, c'est ça? Pour votre diplôme de maîtrise, pour pouvoir être admis en doctorat, c'est ça? Effectivement, ça dépend du système, ça dépend de l'université. Il y a une moyenne cumulative qu'il faut avoir pour être inscrit au programme de doctorat. D'autant plus, il faut trouver des chercheurs. Donc, il faut avoir le OK des chercheurs, il faut être approuvé par des chercheurs parce que quand on va s'inscrire en doctorat, d'abord, il faut soumettre une proposition de recherche. Donc, il faut pouvoir convaincre à des chercheurs, au comité du programme, que vous êtes capable de conduire un projet de doctorat. D'autant plus, il faut être approuvé par 2 ou 3 professeurs qui vont accepter de signer pour vous. Okay. Il n'y a pas que la moyenne relative, il y a aussi d'autres conditions qui doivent être réunies pour être admissible au programme de doctorat. OK, en guise de rappel, je pense que vous l'aviez mentionné tantôt, c'est la proposition de thèse qui est une étape assez importante dans le processus. Je veux dire par là qu'il n'y a pas une recette toute faite dans le sens que vous vous êtes inscrit en doctorat et puis vous êtes inscrit indéfiniment, vous restez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et puis vous allez avoir quand même le diplôme. C'est pour dire qu'on peut échouer aussi dans le processus. Les étudiants qui sont admis en doctorat, qui vont réussir le programme, c'est un processus assez corsé quand même. Surtout au niveau de la proposition de thèse, là, vous pouvez être rejeté catégoriquement si vraiment vous manifestez pas, ou du moins vous ne montrez pas votre capacité à pouvoir venir contribuer, apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc, c'est assez important cet aspect-là. Et effectivement, Clément, quand on s'inscrit en doctorat, rien n'est garanti à 100%. C'est une aventure scientifique. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui ont abandonné le programme. Donc, cela veut dire, juste avant de s'inscrire en doctorat, ça vaut la peine de réfléchir. C'est vrai que c'est un privilège. Ceux qui sont en doctorat, ils ont un privilège de faire avancer la science, mais ça demande, ça exige beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. De sacrifice et d'efforts personnels, effectivement. Gerson, quel conseil donneriez-vous aux étudiants? Vous savez, notre public cible, c'est surtout les étudiants qui sont à tous les niveaux, universitaires, cégep ou peu importe. Quel conseil donneriez-vous à ces étudiants-là qui, dans un avenir lointain ou dans un avenir prochain, voudront entamer une étude à ce niveau-là, une étude de doctorat? Quel conseil vous leur
Parfait. Quel conseil vous voulez leur donner, justement? Mhm, mhm. Les conseils que je pourrais prodiguer à toutes celles et à tous ceux qui, d'abord, il est important de se renseigner, donc de renseigner sur le programme pardon, sur lequel on veut s'inscrire, le programme qu'on veut choisir. Bon, il faut connaître ce programme. Deuxièmement, il faut faire une étude de faisabilité. Est-ce que pour vous, c'est faisable de conduire un projet de doctorat? Troisièmement, il faut s'assurer que vous avez de l'aptitude pour faire de la recherche. Il y a des gens qui sont très bons, il y a des gens, c'est des têtes pensantes, cependant, ils n'ont pas l'aptitude pour la recherche. Donc, pour pouvoir conduire un projet de doctorat, il faut vraiment avoir de l'aptitude pour la recherche. Et quatrièmement, il faut quand même, ça vaut la peine de rencontrer des personnes qui ont déjà vécu l'expérience. Donc, ces personnes-là qui ont vécu des expériences, qui ont eu des succès et des échecs, ces personnes-là pourraient vraiment vous orienter, vous prodiguer quelques conseils salutaires, quelques conseils qui seraient vraiment utiles dans le cadre de votre projet de doctorat. Docteur Briel, je vous remercie énormément d'avoir accepté de venir parler de votre expérience en doctorat avec notre auditoire. Faut dire qu'on a gardé notre conversation un petit peu superficielle aujourd'hui. Ceci est pour dire que la prochaine fois qu'on va se rencontrer autour de cette table, c'est pour pouvoir nous partager qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution à la science de vos recherches. Je sais que vous êtes toujours en phase de compléter l'étude. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails sur ce sur quoi vous travaillez présentement. Mais une fois que ça va être complété et que vous serez couronné docteur, à ce moment-là, on se promet de vous recevoir, Gérançon, et vous allez partager avec notre auditoire la contribution scientifique que vous avez apportée pour faire avancer justement la science dans le domaine de l'informatique, plus précisément dans le domaine de l'informatique cognitive. Merci Gérançon, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir, d'avoir cette conversation avec vous. Merci Clément de votre invitation. Je conclus que être en doctorat est un privilège. Ce privilège n'est pas donné à tout le monde, mais quand on a le privilège de faire avancer la science, donc on est content, on est reconnaissant. Et ceux qui devraient se lancer dans cette aventure, je vous souhaite bienvenue et la bonne chance. Merci. Merci Gérançon, on se parlera une prochaine fois. Notre invité a été Gérançon Briel, il est étudiant en doctorat, il devra compléter d'ici 1 à 2 mois son étude de doctorat en informatique cognitive à l'Université du Québec à Montréal. Gérançon Briel est chercheur scientifique, est professeur au Cégep, chargé de cours à l'université, il est écrivain, mais il est aussi théologien. Je sais qu'il tient beaucoup à ça, c'est un homme de Dieu. Donc, il a fait ses études en théologie, il a bouclé un baccalauréat en théologie. Et Gérançon a 2 publications disponibles sur Amazon que je vous conseille d'aller vous procurer. La première publication a rapport justement avec la Bible. En tant que théologien, il a fait un mix entre la Bible et la science. Et le titre de son premier ouvrage publié en 2020 sur Amazon, c'est « Redécouvrir la science à travers la Bible ». C'est un excellent ouvrage. Je vous invite à aller vous procurer cet ouvrage pour voir comment la science peut contribuer à faire avancer les choses, mais aussi comment on peut comprendre la Bible à travers la science. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Donc, ce livre, c'est un outil pour vous, si vous êtes intéressé à avoir ce genre de discussion, pour pouvoir vous outiller et mener vos discussions. Et le deuxième ouvrage de M. Gérançon Briel, paru cette année aussi, c'est Les 3 types d'hommes pour le grand réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ, de la restauration d'Haïti au grand réveil mondial. Cet ouvrage-là est aussi disponible sur Amazon. Je vous invite à aller vous procurer cet ouvrage-là. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir chez nous, là, sur notre plateforme, pour partager, pour cet échange avec vous. L'émission, c'est Facilité. C'est une émission où l'on parle technologie, où l'on parle
d'avenir technologique où l'on parle aussi à nos étudiants, aux étudiants qui nous écoutent pour pouvoir leur donner un brin d'orientation par rapport à comment le marché évolue, comment est-ce qu'ils peuvent voir leur avenir dans un avenir prochain ou lointain, comment est-ce qu'ils doivent se préparer pour affronter le marché du travail. Mon nom c'est Clément Calvaire. La façon pour nous joindre par téléphone, c'est le 514-799-6087. On peut être rejoint aussi par courriel. C'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je remercie notre metteur en ondes, Tony. Il est toujours là avec nous pour la réalisation de cette émission. Je le remercie énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine livraison de facilité. Bonne semaine à vous tous.